Merci pour l'invitation. C'est pas une première, c'est une deuxième. Moi, j'avais fait déjà un plénier aux 3 jours pour changer le monde d'il y a 2 ans, je crois, sur la question du communisme. Et donc, pour ce week-end pour changer le monde, parce qu'on l'a réduit d'un jour cette année, on m'a proposé donc de faire le topo sur le centenaire de la Révolution russe et la question du parti, de l'organisation. C'est, comme disait Renaud, en fait un vaste sujet. Moi, je ne vais pas vous cacher que j'ai limite pensé en fait, que c'était un petit peu presque un piège, parce que comment parler en seulement 1 heure ou 1 heure et demie d'un processus révolutionnaire en fait, qui a traversé, si on prend en fait, le tout début de l'expérience, 12 ans, et qui est extrêmement riche, et en plus en fait essayer de comprendre le rôle qui a été celui du parti qui a dirigé la révolution, donc le parti bolchevique, et d'en tirer des conclusions qui puissent servir aujourd'hui pour orienter l'intervention des militants révolutionnaires. Et d'abord en fait pour aller dans le même sens de ce que dit Renaud, pourquoi parler de la révolution russe aujourd'hui? D'abord en fait il faut partir du fait que c'est la première révolution prolétarienne, donc révolution ouvrière et socialiste qui à l'échelle de l'ensemble d'un pays a été victorieuse, c'est-à-dire en fait a réussi à s'emparer du pouvoir politique, a essayé en fait de déclencher un processus de transition vers une société sans classe et sans État. Et en plus, c'est peut-être la seule expérience de révolution victorieuse dans le monde qui a été en fait dirigée par la classe ouvrière, organisée en parti révolutionnaire, communiste révolutionnaire, comme l'était le parti bolchevique. Donc pour un militant qui veut penser la révolution aujourd'hui, ne pas connaître cette expérience-là, c'est, je sais pas, comme pour quelqu'un qui étudie l'histoire ancienne, ne pas connaître en fait l'histoire de la Grèce antique ou de l'Égypte, ou pour quelqu'un qui fait de la géométrie, ne pas connaître en fait le théorème de Pythagore. C'est pas possible. Il faut partir en fait d'une compréhension et d'un regard critique sur l'expérience qui a été celle en fait de notre classe à l'échelle de l'histoire, et en tout cas en fait des expériences les plus emblématiques. Donc comme ce n'est pas une mince affaire et que c'est compliqué de le faire en aussi peu de temps, moi je me suis pas mal cassé la tête là depuis 2 jours sur comment le faire, cette introduction, parce qu'en quelque sorte en fait j'avais toujours l'impression de ne pas avoir le temps et la possibilité en fait de vous raconter l'ensemble du film. Et comme je ne peux pas raconter l'ensemble du film, j'ai choisi une méthode qui est tentative, on va voir si ça va marcher ou pas, mais qui est celle de, en fait, de prendre quelques photos. C'est-à-dire en fait de prendre quelques moments clés de l'expérience en fait globale de la révolution russe et essayer à chaque fois en fait d'en retirer ou d'en extraire en fait un certain nombre de conclusions qui puissent par la suite en fait nous aider en lien avec l'actualité dans le débat qu'on souhaite ouvrir. Mais pour cela, non, et avant ça, en fait, deuxième question, plus de méthode. Donc tout ça, bien évidemment, en fait, ne sera qu'un avant-goût, un apéro, si vous voulez, c'est l'heure de l'apéro par ailleurs. Et en fait, si vous voulez, mon pari, il aura été réussi si vous sortez d'ici avec un peu d'envie d'en connaître plus, quoi, et d'aller par vous-même, voilà, vous renseigner, étudier, avoir un regard critique. Ne pas me croire sur parole, par ailleurs. Ça, c'est une question en fait essentielle pour ceux qui commencent à se consacrer à cette tâche, à ce métier entre guillemets, qui est celui d'essayer en fait de changer le monde et de bouleverser en fait l'état des choses dans lesquelles nous on vit. Donc voilà, c'est vraiment en fait un avant-propos, en espérant en fait que ça puisse au moins susciter un certain nombre de questions pour la suite. Donc avant de partir sur nos photos, je vais essayer d'en faire 5. Quelques mots quand même sur le contexte en fait. La première chose à savoir, c'est que la Russie du début du XXe siècle était très très différente de ce qu'elle est aujourd'hui, et très différente en fait des pays pour lesquels en tout cas Marx, Engels et la génération précédente de révolutionnaires avaient pensé la révolution, en tout cas avaient pensé que la révolution socialiste allait être déclenchée en premier. Marx et Engels ils regardaient beaucoup en fait disons les pays où le régime capitaliste, le système capitaliste, son mode de production c'était le plus développé. Il y avait en fait développé le plus aussi en fait ses contradictions, avait développé en fait un prolétariat sinon majoritaire en fait très très puissant et très nombreux, et qui pouvait donc devenir le sujet du renversement en fait de la bourgeoisie. La Russie
était quasiment en fait tout le contraire. C'est-à-dire que c'était un pays quasiment féodal. Le servage n'avait été aboli en fait pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Il restait encore plein de traces de rapports de type féodaux dans la campagne. Une campagne qui représentait 90% de la population. Donc quelle folie que de penser que dans un pays à 90% paysans, c'était le prolétariat très minoritaire en fait qui allait être le sujet central de la révolution. Et quelle folie aussi de penser pour l'époque en fait qu'on pouvait commencer à se doter de tâches qui étaient celles en fait de la révolution socialiste dans un pays où en fait le capitalisme lui-même ne s'était pas en fait réellement développé, il n'était en fait que à ses débuts. Mais il y avait en fait quelque chose que Trotsky a essayé de nommer avec un concept très intéressant, une sorte en fait de développement inégal et combiné en Russie. Donc en même temps, c'était un pays extrêmement arriéré, c'était un pays en fait où le développement du capitalisme était très tardif, où il restait encore beaucoup de traces d'un régime de type féodal. Du côté en fait de l'industrie et du prolétariat, il y avait en quelque sorte en fait ce qu'il y avait de plus moderne, de plus concentré au monde. Donc c'était essentiellement en fait de l'industrie et de capital étranger, beaucoup en fait d'investissements français. C'était un grand terrain pour les affaires et les business des capitalistes français, la Russie à l'époque, et où en fait autour de quelques concentrations ouvrières, on avait construit des usines qui sont comparables seulement en fait aujourd'hui à des usines qu'on retrouve en Chine, avec des dizaines voire des centaines de milliers d'ouvriers concentrés, une classe très homogène en fait qui avait quitté la campagne pas tant de temps avant que ça. Et donc voilà, une classe en fait minoritaire mais en même temps en fait très concentrée, très moderne, parce que en fait les quelques bastions du capitalisme qui se développaient en Russie se développaient sur la base de ce qu'il y avait de plus avancé dans la technique à l'échelle mondiale. Donc c'est à la fin du 19e siècle qu'on va voir émerger en Russie les premières manifestations du mouvement ouvrier, la première série de grèves ouvrières, mais à cette époque-là, disons l'idéologie ou la théorie qui était dominante à l'échelle en fait de ce qu'on pourrait appeler la gauche en Russie, c'était pas du tout encore le marxisme. Il y avait un courant en fait qui avait beaucoup de poids en Russie, en russe on appelait en fait les narodniki, c'est-à-dire en fait les populistes. Narod c'est peuple en russe, donc c'est ceux qui aimaient le peuple, qui suivaient le peuple, etc. On pourrait dire en fait populiste. C'est pas exactement le même sens qu'a pris ce terme aujourd'hui. Donc quand on parle en fait du populisme de droite, de Le Pen, etc., vous voyez bien en fait que c'est pas la même chose. Et ces populistes, en fait, ils avaient une particularité, c'est que de la même façon, en quelque sorte, en fait, que les marxistes qui commençaient à exister à peine en Russie, ils rêvaient d'une société en fait débarrassée des classes sociales, une forme en fait en quelque sorte de communisme. Mais néanmoins, ils pensaient qu'on pouvait sans transition passer de ce régime en fait semi-féodal qui existait en Russie à une société communiste, et que la clé de cette transformation-là était en fait la paysannerie. Donc ils voyaient dans la paysannerie les sources, les bases, etc., pour pouvoir en fait construire une société de type communiste. Moi en fait souvent je fais une analogie, comme toutes les analogies historiques en fait ont beaucoup de limites, mais avec en fait une partie en tout cas de ce qu'est la mouvance, le mouvement autonome aujourd'hui. C'est-à-dire en fait qui se dit nous voulons tout maintenant, nous voulons en fait l'insurrection ici et maintenant, sans forcément en fait avoir autour de ça une stratégie en fait qui soit à même en tout cas de conduire aux objectifs qui sont posés. Et souvent en fait dans notre réalité actuelle on fait en fait dans nos discussions une distinction entre deux types d'autonomes, en fait deux types de totaux entre guillemets. Il y a les totaux des champs et les totaux barres de fer, non les totaux des villes, les totaux potagers et les totaux barres de fer. Et c'est intéressant de voir comment en fait le mouvement populiste russe il a traversé en quelque sorte en fait les deux phases. Donc je vais vous raconter une anecdote. La première phase, c'est en fait ils se disent voilà, la base de la société nouvelle, c'est en fait l'organisation sociale des paysans, la commune agraire, etc., etc. Donc notre rôle en tant qu'intellectuels militants révolutionnaires, c'est de conscientiser les paysans pour qu'ils puissent en fait faire la révolution.
Donc on a en fait voilà, une série de jeunes militants populistes qui étaient pour la plupart en fait universitaires, dans une société où l'université était très très élitiste, donc ça n'a rien à voir avec un étudiant en France aujourd'hui, qui décident en fait de partir à la campagne pour discuter, convaincre, etc. les paysans. Les paysans qui n'étaient pas forcément en fait des gens super progressistes, etc., voilà, ils voient arriver en fait cette masse de bobos entre guillemets de l'époque. Direct, vous savez ce qu'ils font? Ils appellent les flics. Et la plupart des militants en fait populistes qui ont fait le tournant vers la campagne va finir en prison. Donc voilà, la tactique en fait Toto Potager, ça n'a pas marché. Donc ils partent en fait sur la tactique Toto Barre de Fer, si vous voulez, de l'époque, mais qui était un peu plus funky que celle des Toto d'aujourd'hui. Parce que leur truc en fait, c'était de commettre des attentats. Et ils pensaient qu'en créant en fait le chaos par le biais d'un attentat, ils allaient éveiller la conscience des masses qui allaient partir en fait sur l'idée de faire la révolution. Et en fait, c'était pas n'importe quel attentat. Ils ont planifié, c'était des militants extrêmement dévoués, ils ont planifié en fait à plusieurs reprises de tuer le tsar, donc de tuer en fait le symbole et le chef du gouvernement autocratique russe. Et non seulement en fait ils ont planifié de faire ça, mais ils l'ont réussi. Un coup. Je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a en fait un tsar qui a été assassiné par en fait des militants du courant populiste russe. Contrairement en fait à ce à quoi ils s'attendaient, au lieu de déclencher un vaste processus en fait de insubordination ou d'insurrection paysanne, c'est plutôt une très forte réaction qui va s'abattre en fait sur l'ensemble du mouvement ouvrier, en prenant pour prétexte les méthodes terroristes entre guillemets, c'est comme ça en fait qu'on l'appelait à l'époque les actions commises par les populistes, et qui va donc plutôt renforcer le pouvoir et l'autorité du pouvoir tsariste. Donc parallèlement à ça va se développer de façon beaucoup plus marginale une tradition marxiste en Russie, mais en fait dont les premières expressions sont en fait plutôt de type très réformiste. Quelle était en fait la conception des premiers marxistes en Russie? Ils avaient lu les textes de Marx et Engels. Ils avaient lu en fait le truc que je vous disais au début, que le pari historique, en tout cas en fait de Marx et Engels, c'était que la révolution allait d'être déclenchée en premier dans les pays en fait les plus avancés du point de vue capitaliste, l'Angleterre, etc. Ils se disaient, nous ici en fait on ne peut pas encore songer à faire une révolution ouvrière et socialiste. Il y a des étapes dans la vie, donc il faut d'abord en fait accomplir la révolution bourgeoise, qui dans d'autres pays comme la France avait déjà été faite plusieurs années auparavant, en 1789, etc. En Russie, non, il y avait encore un pouvoir autocratique, donc il faut d'abord une révolution bourgeoise qui en fait détruise l'autocratie, c'est-à-dire en fait le tsarisme, qui mette en place un pouvoir sur la base du suffrage universel, une démocratie bourgeoise, et après une longue période de développement en fait du système capitaliste, on pourra enfin avoir les conditions matérielles pour se poser le problème de la destruction du système capitaliste et en fait d'une révolution dirigée par les ouvriers et qui pose en fait les tâches socialistes, c'est-à-dire en fait les tâches de en fait se débarrasser non seulement en fait d'une forme de oppression, mais en fait de la société de classe en tant que telle et toutes les formes d'exploitation et d'oppression. Et donc quelle était la conclusion à laquelle arrivaient ces marxistes-là? C'est-à-dire, en fait, la question de l'insurrection, on va devoir se la poser plus tard, mais là, tout de suite, en fait, comme ce n'est pas posé, le rôle essentiel qu'a à jouer en fait, le prolétariat, c'est un rôle quasiment en fait, d'accompagnement de la bourgeoisie libérale. Donc, en fait, c'était essentiellement en fait un marxisme qui pensait que l'essentiel était l'organisation objective des travailleurs, l'accompagnement de leur lutte économique. Ce courant-là, il va déboucher sur un autre courant un peu plus tard qu'on va appeler en fait l'économisme, c'est-à-dire en fait un courant qui pense que l'essentiel de l'activité des révolutionnaires à l'intérieur de la classe, c'est en fait d'aider à développer les luttes pour les intérêts immédiats de la classe elle-même. Et en fait, c'est contre cette conception-là que va émerger une autre tradition qui va avoir une grande importance dans notre histoire-là, qui est la tradition en fait bolchevique, la tradition de Lénine.
Donc contrairement aux marxistes légaux, le parti ouvrier social-démocrate russe, parce que c'était comme ça qu'il s'appelait, le parti révolutionnaire en Russie, il va développer l'idée, et c'est en fait quelque chose qui est pas mal en fait inscrit dans un texte clé de Lénine écrit en 1902 qui s'appelle Que faire, que en fait l'activité des marxistes elle n'est pas juste d'intervention dans les luttes économiques, mais c'est une activité politique, et c'est une activité en fait à l'égard de l'ensemble des couches sociales de la société. Ça c'est l'idée clé en fait qui se retrouve dans le Que faire de Lénine, et que cette idée-là d'une organisation qui intervient dans toutes les classes de la société, et en même temps en fait qui ne pense pas qu'il faille juste attendre patiemment en fait le développement, la révolution bourgeoise puis le développement du capitalisme avant de se poser la question d'un rôle en fait en propre de la classe ouvrière et des révolutionnaires, va avoir une très forte répercussion dans la conception que va avoir Lénine du parti qu'il fallait construire. Donc dans le Que faire, Lénine il a écrit à un moment donné des thèses sur en fait le parti que selon lui il fallait construire en Russie. Je vous les lis. Thèse numéro 1. Qu'il ne saurait y avoir de mouvement révolutionnaire solide sans une organisation de dirigeants stable et qui assure la continuité du travail. Thèse numéro 2. Que plus nombreuse est la masse entraînée spontanément dans la lutte, formant la base du mouvement et y participant, et plus impérieuse est la nécessité d'avoir une telle organisation, plus cette organisation doit être solide, sinon il sera plus facile aux démagogues d'entraîner les couches arriérées de la masse. Thèse numéro 3. Qu'une telle organisation doit se composer principalement d'hommes ayant pour profession l'activité révolutionnaire. Il faudrait rajouter d'hommes et de femmes, non ? C'était pas très féministe le mouvement révolutionnaire à l'époque. 4. Que dans un pays autocratique, plus nous restreindrons l'effectif de cette organisation au point de n'y accepter que des révolutionnaires professionnels ayant fait l'apprentissage de la lutte contre la police politique, plus il sera difficile de se saisir d'une telle organisation. 5. D'autant plus nombreux seront les ouvriers et les éléments des autres classes sociales qui pourront participer au mouvement et y militer de façon active. Donc Lénine il va développer l'idée que pour diriger, intervenir en fait dans le mouvement de masse, il faut en Russie une organisation en fait qui soit solide, qui soit capable d'assurer la continuité et, question très importante, de résister au coup de la répression. Nous sommes en fait sous un régime autocratique, une sorte de dictature où en fait les libertés démocratiques et les garanties dont pouvaient bénéficier en fait les organisations politiques, etc., sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Les militants là dont on parle en fait, qui ont construit ce parti, ils ont tous fait une grande partie de leurs épreuves ou de leur formation, non pas dans des beaux amphithéâtres comme celui dans lequel on est ici, mais dans les prisons du tsarisme. Lénine a une phrase où il dit ça: nos universités ont été en fait des prisons. Et c'est là où on s'est vraiment en fait forgé en tant que révolutionnaire, à la fois parce qu'ils lisaient beaucoup, ils avaient beaucoup de temps en prison, mais aussi parce que ça faisait partie aussi d'un test de conviction et d'épreuves en fait par lesquelles passaient les révolutionnaires de l'époque. Donc voilà, Lénine il va concevoir l'idée d'une organisation plutôt en fait ferme, plutôt solide, et avec un critère en fait de sélection et tout un tas de mesures qui allaient dans le sens en fait de rendre plus difficile en tout cas la répression de la police politique tsariste. Et ce débat-là qui va ouvrir en fait en 1902, il va se prolonger dans le congrès du Parti ouvrier social-démocrate russe de 1903, où il va y avoir en fait la grande scission entre les mencheviks et les bolcheviks. Vous avez tous en fait certainement déjà entendu parler de ces deux courants, sans forcément en fait savoir pourquoi ils s'étaient disputés au début, et pourquoi y compris l'un s'appelle menchevik et l'autre s'appelle bolchevique. Déjà en fait en russe, menchevik ça veut dire minoritaire et bolchevique ça veut dire majoritaire. C'est drôle parce qu'après les bolcheviks ils sont redevenus minoritaires plein de fois, mais ils avaient quand même en fait réussi le coup et ils avaient gardé la dénomination en fait du parti majoritaire. Mais la discussion, et c'est ça en fait qui me semble intéressant, elle ne portait pas sur en fait les textes politiques d'analyse de la situation ou sur les textes d'orientation, elle portait sur un point des statuts du parti. Et c'était un point qui était celui de savoir en fait qui était et qui n'était pas militant du parti. Et sur cette question donc, du périmètre du parti,
il y avait deux propositions de texte pour les statuts. L'une, en fait, de quelqu'un qui va devenir un menchevique très connu, qui s'appelait Martov, et l'autre de Lénine. Je vais vous lire, en fait, les deux propositions qui se sont affrontées au congrès de 1903. Vous allez voir, en fait, qu'en regardant avec nos yeux d'aujourd'hui, on a l'impression, en fait, qu'ils coupent des cheveux en quatre, que c'est des débats un peu, en fait, perchés de gens qui se disputent sur des virgules. La version de Martov disait: est considéré comme appartenant au Parti ouvrier social-démocrate de Russie celui qui, tout en reconnaissant son programme, travaille activement à mettre en œuvre ses tâches sous le contrôle et la direction des organismes du parti. Et la version de Lénine était: est membre du parti celui qui en reconnaît le programme et soutient le parti tant par des moyens matériels que par sa participation personnelle dans une des organisations du parti. Donc vous voyez bien, en fait, qu'il y a une distinction qui, en fait, peut ne pas apparaître comme très évidente, qui va devenir encore moins évidente dans les formulations suivantes. Parce qu'en fait, ils vont beaucoup discuter, et à la fin, en fait, les deux formulations de Lénine et Martov, elles ne vont différer que, en fait, autour d'un mot. Dans la formulation de Martov, on va parler, en fait, de collaborer avec l'activité du parti, et dans la version de Lénine, on va parler de participation personnelle aux organismes et à l'activité du parti. Donc ça peut paraître comme quelque chose de, une petite nuance, mais en fait c'est autour de ça déjà, en fait, qu'ils se sont disputés, et finalement, en fait, il s'est avéré que tout ça c'était pas, en fait, de l'ordre des nuances, mais que derrière cette discussion qui semble, en fait, purement organisationnelle, se cachaient, en fait, des enjeux politiques et stratégiques majeurs. Parce que dans la conception de Lénine, pourquoi le parti devait avoir des frontières extrêmement délimitées? Et la question de savoir qui était militant du parti et qui ne l'était pas était une question fondamentale. Précisément parce que Lénine, il pensait un parti pour l'insurrection, un parti pour la prise du pouvoir politique, un parti pour un affrontement, y compris sur le plan militaire, avec le régime et avec la bourgeoisie. Et les mencheviks, dans la mesure où ils pensaient le parti essentiellement avec un rôle d'accompagnement de la bourgeoisie libérale, ils y voyaient beaucoup moins, en tout cas, en fait, dans l'immédiat, la nécessité que les contours et les frontières du parti elles soient très délimitées. Ils disaient tout celui, en fait, qui se reconnaît dans le programme du parti devrait être considéré comme un membre du parti. Cette question-là va devenir très très évidente après la révolution de 1905. Parce qu'après la révolution de 1905, je vous lis là-dessus, en fait, la conclusion qui en tire Ben Saïd dans un livre très très bien, si vous voulez, en fait, une référence bibliographique qui a été republiée cette année ou l'année dernière, qui s'appelle Parti et stratégie, et il synthétise la question de la façon suivante: à une vision étapiste de la révolution répond une vision étapiste de la conscience de classe. La lutte économique est celle du prolétariat et son âge d'apprentissage. C'est seulement quand il aura grandi et mûri qu'il passera directement sur le terrain de la lutte politique. Ainsi, en 1905, dans le débat sur le gouvernement révolutionnaire provisoire en cas de renversement du tsar, les mencheviks se considéraient déjà comme l'opposition de demain, se refusaient à envisager leur participation à un gouvernement révolutionnaire provisoire. Lénine, au contraire, affirmait qu'en cas de soulèvement populaire victorieux, le parti ne pourrait pas se dérober aux responsabilités gouvernementales au moment de conclure. Nombre de problèmes politiques en découlent. Créer un rapport de force, trouver des alliés, intervenir activement sur le terrain proprement politique, qui n'est pas le simple prolongement de la lutte économique dans l'usine. C'est une petite révolution dans la conception même de l'activité politique. Pourtant, cette conception, en fait, d'un parti, disons, aux critères plutôt fermes, avec un périmètre bien délimité, était loin, en fait, d'être pensée par les bolcheviks et par Lénine comme un modèle figé. Et moi, je pense que nous, on aurait tort, 100 ans plus tard, en fait, à le voir comme un modèle figé. La grande force, en quelque sorte, en fait, du parti léniniste, entre guillemets, c'est, en fait, sa grande intransigeance sur le plan, en fait, des questions stratégiques, et son énorme souplesse sur toutes les questions, en fait, qu'on va considérer comme des questions tactiques. Petite parenthèse, en fait, sur stratégie et tactique. Ces deux termes, en fait, qui sont empruntés par le marxisme, en fait, au langage militaire. Dans le langage militaire, en fait, la tactique, c'est tous ceux qui relèvent, en fait, de la conduction d'une opération isolée, c'est-à-dire, en fait, une bataille. Et la stratégie,
c'est ce qui relève en fait de l'articulation d'un ensemble de batailles avec l'objectif d'emporter non pas une lutte partielle mais l'ensemble de la guerre. Donc voilà, la tactique, si on réfléchit du point de vue du marxisme et de notre activité, ça peut être l'intervention dans une grève, ça peut être la participation à une élection, et la stratégie c'est l'articulation de la participation à toutes les grèves, à toutes les élections, à toute l'activité, avec un seul objectif qui est celui de en fait déclencher un processus révolutionnaire qui s'empare, où en fait le prolétariat s'empare du pouvoir politique et crée un état de transition pour aboutir à une société débarrassée de l'exploitation et des oppressions. De ce point de vue-là, en fait, l'histoire du parti bolchevique, elle n'est pas l'histoire d'un parti, mais de plusieurs partis, et de plusieurs moments extrêmement différents du parti. Trotsky, en fait, il fait une synthèse de cette expérience-là, qui me semble en fait parlante pour démontrer à quel point en fait la conception était tout sauf celle en fait, d'un modèle organisationnel dogmatique et figé. Il dit: le bolchevisme a vécu une histoire pratique de 15 années, 1903-1917, qui pour la richesse de l'expérience n'a pas d'égal au monde. Aucun autre pays durant ces 15 années n'a connu, même approximativement, une vie aussi intense quant à l'expérience révolutionnaire, à la rapidité avec laquelle se sont succédées les formes diverses du mouvement, légal ou illégal, pacifique ou orageux, clandestin ou avéré, cercle ou mouvement de masse, parlementaire ou terroriste. Aucun autre pays n'a connu, dans un intervalle de temps aussi court, une si riche concentration de formes, de nuances, de méthodes dans la lutte de toutes les classes de la société contemporaine, lutte qui, par suite du retard du pays et du jus tsariste écrasant, mûrissait particulièrement vite et s'assimilait avec avidité et utilement le dernier mot de l'expérience politique de l'Amérique et de l'Europe. Donc c'est dans ce contexte-là, et en s'adaptant aux conditions qui changeaient à chaque moment, que le parti bolchevique s'est forgé, s'est construit en tant que parti révolutionnaire. Tout cela nous amène en fait donc finalement à la photo numéro 1. Et la photo numéro 1 en fait c'est une photo de la révolution de 1905, parce que l'histoire de la révolution russe en quelque sorte elle commence là. C'est la première révolution russe, la première révolution prolétarienne en quelque sorte en Russie, très concentrée en fait sur la ville qui s'appelait Petrograd à l'époque, devenue Saint-Pétersbourg après. Et en fait cette révolution elle a commencé d'une façon un peu en fait atypique. Elle a commencé avec une manifestation plus ou moins spontanée de en fait travailleurs, paysans, etc. qui allaient voir le tsar. À l'époque on disait en fait le père du peuple russe, le tsar, etc. avec une lettre où en fait ils avaient des revendications, mais avec toute une tonalité, y compris en fait plutôt conciliante. Ils demandaient au tsar de penser à leur situation, etc., de les aider par rapport aux difficultés qu'ils retrouvaient dans leur vie, etc., etc. Le tsarisme répond à cette manifestation purement pacifique et pas très révolutionnaire par une répression sanglante. Il y a en fait des dizaines et des dizaines de morts. Et c'est cette répression sanglante qui va en quelque sorte en fait déclencher un soulèvement en fait massif du prolétariat et d'une partie de la paysannerie en Russie. Néanmoins, en fait, cette révolution de 1905, elle n'a pas été victorieuse. Elle a été battue essentiellement en fait pour une raison que pour tous ceux en fait qui ont vécu le mouvement de l'année dernière en fait le comprendront, c'est qu'il y a une sorte de rentrée. Un ordre de bataille, en fait, une rentrée en bataille, un ordre dispersé des différents secteurs. Donc en fait, l'insurrection à Moscou, elle arrive trop tard au moment où l'insurrection à Petrograd était déjà plus ou moins en fait sous les coups de la répression, et il y a en fait une grande difficulté à articuler l'ensemble des forces sociales du pays pour taper tous au même moment en fait sur un clou et faire tomber le pouvoir tsariste. Et en même temps, en fait, cette révolution de 1905, elle va en fait donner lieu à un truc qui n'existait pas encore en Russie et qui va devenir un acteur très important de la suite de l'histoire. C'est un type d'organisme de lutte, un organisme pour la lutte, qui s'appelait en fait les soviets. Donc soviet en russe, ça ne veut rien dire d'autre en fait que conseil. Et les conseils, c'était des espèces en fait d'assemblée générale qui se construisaient à l'échelle en fait de chaque usine, mais aussi en fait de régions rurales, de quartiers, et où en fait les travailleurs et les paysans discutaient de quels étaient les prochains pas à donner dans leur lutte.
Et en fait, ces différents soviets locaux ou d'usines, ils trouvaient en fait une méthode pour se coordonner par la suite, qui était la méthode en fait, et ça va peut-être vous dire quelque chose, en fait, des délégués mandatés et révocables à tout moment. Je dis ça parce que c'est quelque chose en fait que une partie en tout cas de l'extrême gauche actuelle continue à défendre comme une méthode pour la lutte et qui dans une certaine mesure, en France en particulier, c'est une chance. Il y a une petite expérience de ça, pas tant dans le mouvement ouvrier, mais dans le mouvement étudiant autour en fait de la question des coordinations nationales étudiantes. Mais à l'époque, c'était pas que le mouvement étudiant, c'était à l'échelle de l'ensemble du pays. Ça impliquait en fait les ouvriers, les paysans, l'ensemble de la société. Et en fait, cet élément-là, donc le surgissement des soviets, va opérer pour Lénine et pour les bolcheviks un saut, en tout cas, dans leur compréhension sur les mécanismes même de la révolution. Donc c'est intéressant de voir en fait comment pendant la première phase de la révolution de 1905, les bolcheviks et Lénine étaient plutôt sectaires à l'égard des soviets. Ils disaient non mais ce truc là il est un peu bizarre, il veut remplacer le parti, or la clé c'est le parti. Mais en fait ils finissent par voir par le développement même de la révolution de 1905 que en fait ce type d'organisme qui émanait des travailleurs à la base et qui leur donnait un pouvoir de décision sur les pas de leur lutte, ça allait devenir non seulement en fait une clé pour la direction d'une révolution en Russie pour la mener à bien avec l'aval de l'ensemble en fait des ouvriers et des classes populaires du pays, mais Lénine va dire à partir de là que ces organismes ils sont voués devenir en fait la base de l'État prolétarien qui sera créé après la prise du pouvoir. Donc c'est la base même d'un nouveau régime pour diriger la société, où ce n'est pas en fait un régime comme la démocratie bourgeoise, où en fait on a le suffrage universel, mais on vote on vote tous les 5 ans, et on met en fait un chèque en blanc dans une urne, et après en fait les gens font ce qu'ils veulent avec. C'est une forme de démocratie directe où il y a un contrôle permanent de la base, y compris un contrôle en fait qui est beaucoup plus facile à exercer, parce que vous voyez bien, c'est beaucoup plus facile en fait d'exercer un contrôle sur un délégué de ton usine qui bosse en fait dans la machine d'à côté que sur un député que tu ne connais pas et que tu ne vois jamais. Donc c'est une forme de contrôle social sur le pouvoir en fait, d'abord de décision sur chaque pas de la lutte et ensuite pour construire une nouvelle forme de société, un nouveau régime social. Donc, ça c'est en fait un des principaux apprentissages de la révolution de 1905, y compris il va amener Lénine à revoir en partie les propos de ce qu'il avait écrit en 1902 dans le Kéfer, parce qu'il insistait beaucoup contre les économistes sur le rôle conscient des révolutionnaires qui apportaient une conscience socialiste de l'extérieur. Et là, il va arriver à une position beaucoup plus dialectique où il dit ce rôle-là, il est essentiel, mais la classe elle-même, avec ses éléments de spontanéité, ils nous apprennent plein de choses et il faut que nous, on ait en fait toutes les oreilles et les yeux ouverts pour être capable en fait d'assimiler à notre stratégie la créativité révolutionnaire de la spontanéité des masses. Et c'est en fait sur cette base-là qu'il va intégrer dans son schéma stratégique la question des soviets comme une question centrale. Et ensuite, le parti bolchevique après la défaite de 1905, il va jouer en fait un rôle central dans le fait que la répression qui s'est abattue, parce que comme toute révolution défaite, il y a une forme de vengeance des classes dominantes derrière. Il y a eu beaucoup d'arrestations, etc. Pendant toutes les années qui vont s'en suivre, en fait, le parti bolchevique il sera amené à militer dans une situation en fait plutôt réactionnaire, dans la clandestinité, et avoir plutôt un rôle en fait de maintenir les liens de continuité en attendant en fait que les conditions pour une nouvelle poussée révolutionnaire en fait puissent se présenter à nouveau. Donc si on devait essayer de tirer un certain nombre de conclusions de cette première photo, il me semble en fait qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que en général, les révolutions, elles ne sont pas déclenchées par les révolutionnaires. Elles peuvent en fait être déclenchées pour les motifs les plus en fait anodins ou les plus inattendus. Il suffit en fait de penser, même si c'est pas un processus révolutionnaire très abouti et victorieux, mais en fait pour prendre un exemple plus récent, pensez en fait 5 minutes à la révolution tunisienne.
Qui aurait pensé 1 ou 2 ans en fait auparavant qu'en Tunisie, un pays en fait écrasé sous le joug en fait d'une dictature extrêmement en fait violente, etc., où il n'y avait pas non plus en fait, même s'il y avait eu des mobilisations en 2008 autour de Gafsa, etc., mais qui aurait dit que en fait autour d'un jeune chômeur qui s'immole allait commencer un processus révolutionnaire tel que celui en fait qu'on a vu en Tunisie. Donc voilà, le déclenchement des opportunités révolutionnaires, des explosions sociales, elles dépendent souvent relativement peu des révolutionnaires. La question fondamentale, ce n'est pas donc de déclencher des révolutions, c'est de comment y intervenir une fois que en fait les masses, les travailleurs en fait sont soulevés, et aussi de savoir comment on est arrivé préparé à ces échéances-là. Force est de constater que l'ensemble en fait des courants marxistes en Russie ne sont pas arrivés suffisamment préparés à la révolution de 1905, donc ni suffisamment implantés avec suffisamment de poids pour pouvoir y jouer un rôle central, mais y compris en fait sur leur clarté stratégique n'était pas encore en fait suffisante non plus, et elle va mûrir pendant les années qui vont s'en suivre. Donc il y a une question fondamentale là-dedans sur le rôle du parti, et aussi sur le fait que le parti ce n'est pas en fait un parti juste pour l'offensive. Le parti en fait il est un parti qui à des moments donnés il doit accompagner une offensive et essayer en fait de faire en sorte qu'elle soit victorieuse, et qui suite à une défaite doit essayer en fait de limiter les dégâts, de en fait maintenir les liens de continuité. Donc c'est aussi en fait en partie pour le retrait organisé une fois en fait que les conditions et le rapport de force auront changé. Bon, donc va s'en suivre, je fais la transition pour la deuxième photo là. Va s'en suivre en fait une période de réaction relativement longue qui va aller jusqu'en 1912 à peu près, autour de laquelle en fait va recommencer une vague de grève et une poussée du mouvement ouvrier, mais qui par contre va être interrompue brutalement et brusquement par un événement majeur qui est la guerre de 14. Guerre de 14 qui, comme vous savez peut-être en fait a été une épreuve de feu pour le marxisme international, puisque la quasi-totalité de l'organisation internationale des marxistes de l'époque, qui s'appelait la Deuxième Internationale, a en fait capitulé face à ses propres bourgeoisies. Donc ils ont soutenu la participation de leur bourgeoisie nationale à la guerre, c'est le vote des crédits de guerre, etc., etc., avec une seule exception, que c'était en fait le parti russe, qui là-dessus en fait va se différencier, et aussi en fait quelques minorités, comme une minorité du parti allemand autour en fait en particulier de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Mais en Russie, Lénine va dire en fait non, ça ce n'est pas possible, cette guerre-là, elle n'est pas la nôtre. C'est une guerre en fait de pillage, c'est une guerre, une boucherie impérialiste, mais surtout une boucherie où en plus qui paye les frais, c'est nous. C'est-à-dire en fait c'est nos principaux ennemis, qui c'est nos exploiteurs, notre bourgeoisie, nous envoient au front pour nous entretuer avec nos frères de classe qui sont en fait voilà, dans l'armée du pays voisin. Et donc le parti bolchevique et Lénine vont à ce moment-là en fait, prendre une position radicalement différente, une position en fait très fortement internationaliste, et qui va en fait se cristalliser autour de la formule de dire en fait nos ennemis c'est nos propres généraux, et nos fusils c'est contre eux en fait qu'on devrait les tourner quoi. La politique en fait du défaitisme révolutionnaire. La guerre se développe en fait pendant plusieurs années avec beaucoup de difficultés pour en fait l'armée russe. Il faut savoir en fait que la Russie, son retard du point de vue du développement des forces productives et du capitalisme, il se ressentait aussi sur le plan militaire. Donc ils étaient moins armés, équipés militairement en fait que des pays comme l'Allemagne, etc. Et en fait ce défaut-là, il le compensait par un surinvestissement du nombre en fait de soldats sur la frontière. Donc, il profitait du fait qu'il y avait une énorme population paysanne, il les envoyait au front en fait comme de la chair à canon, et donc il y avait en fait un nombre de morts dans la guerre qui était un truc épouvantable. Quand arrivait l'hiver en fait dans certaines régions, combattre ça voulait dire en fait combattre à moins 40 ou moins 50 degrés,
souvent en fait sans des bottes adéquates, etc., etc. Et tout cela va créer en fait une situation, une grogne montante dans une armée qui était une armée de conscrits, donc constituée pour son énorme majorité soit par des ouvriers en fait, soit par des paysans, qui en fait encore la veille étaient en train en fait de travailler dans leurs champs. Et donc, il commence à y avoir une situation qui favorise à nouveau les conditions en fait, pour une explosion sociale. Et cette explosion sociale va arriver en février 1917. Et ça nous amène en fait à la deuxième photo. En février 1917, à partir du 23 février, va se développer de façon très très spontanée une révolution qui en 5 jours à peine va faire tomber le régime tsariste. Cette révolution elle a commencé autour en fait, de grèves de femmes, de manifestations de femmes en fait, autour de la journée de la femme, et va être suivie après en fait, par les principaux bastions du mouvement ouvrier, avec une détermination impressionnante. Et en fait va mettre en échec en fait, c'est très drôle en fait. Il y a un livre sur lequel en fait, moi, je me suis pas mal inspiré pour la partie des anecdotes, c'est en fait le bouquin de Trotsky sur la révolution russe, ça s'appelle l'histoire de la révolution russe. C'est en 2 tomes, il y a un tome sur février et un tome sur octobre, et c'est en fait passionnant, toute la partie en fait sur la révolution de février, toutes les anecdotes en fait qui sont racontées, c'est vraiment en fait quelque chose de passionnant. Et j'ai choisi en fait une pour vous montrer en fait comment comment un pouvoir autocratique peut se voir en fait se retrouver totalement dépossédé du pouvoir en seulement quelques jours, et le rôle central qui va jouer en fait en février notre organisation créée en 1905, c'est-à-dire en fait les soviets, parce que le mouvement ouvrier russe très très vite il va recréer les soviets et retransformer les soviets dans l'outil central de leur lutte. Je trouve la citation. Hop. 125. Donc la citation en fait c'est un dialogue par message, télégramme, etc., télégraphique envoyé entre un général qui s'appelle Ivanov et un autre en fait qui s'appelle Kabalov, tous les deux en fait des hauts responsables militaires du régime tsariste. Et donc Ivanov essaie de savoir quelle est la situation sur le front et quelles sont en fait les forces dont il dispose encore pour résister face à l'insurrection en cours. Donc il pose la question suivante: quels sont les contingents qui restent disciplinés et quels sont ceux qui se livrent à des désordres? Réponse de Kabalov: j'ai à ma disposition dans les bâtiments de l'amirauté 4 compagnies de la garde, 5 escadrons et sotnia des Cosaques, 2 batteries d'artillerie. Les autres troupes ont pris le parti des révolutionnaires ou bien, par un accord conclu avec ces derniers, restent neutres. Il y a des soldats et des bandes qui rôdent par la ville et désarment les officiers. Question numéro 2. Quelles sont les gares qui sont gardées? Toutes les gares sont au pouvoir des révolutionnaires et rigoureusement gardées par eux. 3. Quels sont les quartiers de la ville où l'ordre est maintenu? Toute la ville est au pouvoir des révolutionnaires. Le téléphone ne fonctionne pas, il n'y a plus de liaison avec les quartiers. Question numéro 4. Quelles sont les autorités qui administrent ces quartiers? 4. Je ne peux pas répondre. Réponse. Question 5. Tous les ministères fonctionnent-ils normalement? Réponse. Les ministres ont été mis en état d'arrestation par les révolutionnaires. Question 6. Quelles sont les autorités de police dont vous disposez en ce moment? 6. Réponse. Aucune. 7. Quelles sont les institutions techniques et administratives du département de la guerre dont vous disposez en ce moment? Réponse. Néant. 8. Quelle est la qualité de ravitaillement dont vous disposez? Réponse. Je ne dispose d'aucune quantité. Il y avait en ville à la date du 25 février 5 600 000 pounds de farine en réserve. 9. La quantité d'armes, de pièces d'artillerie et de munitions dont se sont emparés les émeutiers est-elle grande? Réponse. Tout ce qui relève de l'artillerie est au pouvoir des révolutionnaires. Dernière question. Quels sont les pouvoirs militaires et états-majors qui restent à vos ordres?
10. J'ai personnellement à ma disposition le chef d'état-major du corps de l'armée. Je n'ai pas de liaison avec les autres centres de commandement. Donc voilà comment en fait en quelques jours le centre du pouvoir en fait d'un régime se voit dépossédé de tous ses moyens, parce que la puissante organisation révolutionnaire qui avait émergé avait non seulement pu en fait organiser l'ensemble des ouvriers, mais diviser les forces de répression au point en fait où la plupart des forces de répression soit rejoignent le camp des révolutionnaires, soit en fait restent neutres. C'est une belle image en fait de qu'est-ce que c'est une révolution. Il y a une phrase en fait de Trotsky qui dit: toutes les révolutions semblent impossibles jusqu'à ce qu'elles ne deviennent inévitables. Et ici c'est le moment où elle est devenue inévitable. Et encore une fois, si on regarde en fait les textes, les réflexions des révolutionnaires de l'époque, vous allez voir en fait que personne ne s'y attendait. Il n'y a pas en fait un seul courant qui a dit un mois avant, je pense qu'il va exploser là tout de suite en fait une révolution, etc., etc. C'est un truc qui a pas mal en fait surpris les révolutionnaires dans la façon comme ça s'est déclenché. La direction du parti bolchevique à ce moment-là était dans une grande partie en fait en exil, Lénine compris. Ceux qui restaient en fait en Russie, qui ont dirigé le parti bolchevique pendant cette période-là, c'était des dirigeants de deuxième ordre, en particulier un certain Staline. Et un autre en fait un peu connu aussi qui s'appelait Kamenev, et en même temps en fait le rôle qui a été celui des militants ouvriers qui avaient été plus ou moins en fait éduqués par la politique du parti bolchevique dans les années précédentes va être central dans le processus révolutionnaire. Mais il y a une sorte de paradoxe dans la révolution de février. C'est d'une part en fait voilà, cette révolution qui apparaît un peu comme sans direction. Il y a un chapitre dans le bouquin où Trotsky dit qui a dirigé la révolution de février, et donc finalement en fait il montre qu'il y avait une direction quand même qui était en fait des militants qui avaient une certaine en fait voilà, expérience, etc., mais en même temps que cette direction elle a été suffisante pour faire tomber le tsar, mais elle n'était pas suffisante pour par la suite déclencher un processus de transformation sociale qui amène à en fait une société socialiste, etc. Donc il y a une insurrection prolétarienne et paysanne qui va donner le pouvoir comme ça entre les mains de la bourgeoisie libérale. Et c'est en fait le gouvernement provisoire qui va se créer par la suite, où en fait il y a un poids central de la bourgeoisie libérale avec des organisations plus conciliatrices du mouvement ouvrier comme les mencheviks, quoi. Donc voilà, encore en fait une photo qui montre à quel point la question en fait du déclenchement de la révolution peut être en fait relativement spontanée, mais les objectifs et les questions qui se posent par la suite, même y compris après la chute du pouvoir existant, elles restent énormes. Et encore une fois, si on voulait faire un parallèle avec des processus révolutionnaires en fait moins achevés, moins aboutis que celui-là, mais plus récents, il suffit de regarder encore une fois en fait le printemps arabe. Des pays où en fait le soulèvement des masses a été capable de faire tomber les dictateurs, mais en fait n'a pas été capable pour l'Égypte même pas en fait de mettre à bas le régime. Le régime est resté en grande partie en fait en place, et même dans le cas de la Tunisie où il y a eu une sorte de constituante, on voit très bien quelle est la tâche sociale de la révolution, celle en fait de débarrasser la bourgeoisie tunisienne et impérialiste de son pouvoir. En fait elles sont restées entières. Donc les révolutionnaires en fait c'est pas juste pour en fait mettre à bas le gouvernement en place, c'est aussi en fait pour la suite. Photo numéro 3, je vois que je me suis trompée déjà dans mon décompte, c'est 6 photos normalement si j'y arrive. Photo numéro 3, avril. Donc après la révolution de février, qui en fait à cause de problèmes de calendrier a été vraiment en mars, en fait pas en février. Après la révolution de février, Lénine il va en fait changer radicalement de position par rapport en fait à la ligne qui était en train d'être appliquée par la direction du parti bolchevique qui était restée en Russie. Donc la ligne en fait du parti dirigé par Kamenev et Staline était une ligne en fait de soutien au gouvernement provisoire, ne pas rentrer directement dans le gouvernement provisoire mais de le soutenir de l'extérieur. Et Lénine en fait il va depuis l'étranger commencer à envoyer une série de lettres à la direction du parti bolchevique en disant non les amis, maintenant que le tsarisme est tombé, nous il faut qu'on commence à préparer dès maintenant la deuxième phase de la révolution, c'est-à-dire en fait celle qui va déposséder la bourgeoisie libérale de son pouvoir
et qui va donner le pouvoir au prolétariat et à la paysannerie pour en fait entamer les tâches socialistes de la révolution. Et ce truc-là était une révolution copernicienne à l'époque. Parce que même si les bolcheviks ils avaient une conception beaucoup plus ferme sur la question de l'organisation, sur la question précise en fait de l'articulation entre les différentes étapes de la révolution, ils n'avaient pas encore en fait une conception très aboutie. Il restait en fait quelques traces d'une conception un peu étapiste dans en fait la théorie de la révolution qui était celle de Lénine en fait jusqu'en début 1917. Celui qui avait tiré les conclusions les plus avancées de la révolution de 1905, c'était Trotsky, et qui avait élaboré autour de ça en fait la question de la théorie de la révolution permanente, dont je ne peux pas vous parler parce que ce serait l'objet en fait d'un autre plénier entier. Voilà, mais qui en fait, si vous voulez, l'élément central ici, c'est en fait Trotsky disait dans le processus même où le prolétariat s'engage dans une première phase démocratique bourgeoise de la révolution, il va en fait créer les conditions, il y a une sorte de transcroissance de la révolution de démocratique bourgeoise en socialiste dans le cours d'un seul et même processus. Donc il faisait disparaître l'idée d'une longue période pacifique de développement graduel du capitalisme avant qu'on puisse songer à penser en fait à la question de la révolution socialiste. Problème. Lénine a envoyé des lettres, etc. Il a essayé de convaincre les camarades du parti. Et en fait, il n'y a personne qui était d'accord avec lui. Mais personne de chez personne. Il n'a convaincu personne. Il arrive dans la nuit entre le 3 et le 4. Il va à une réunion, en fait, je crois que c'est une réunion du comité central. Il défend en fait sa position. Tout le monde est contre lui. Il dit en fait t'es un peu fou, peut-être que t'es resté trop longtemps en fait en exil, t'as rien compris, ça fait 20 ans qu'on dit l'inverse, on ne peut pas maintenant se lancer dans une aventure pour essayer en fait d'entamer un processus de révolution socialiste. Et en fait les désaccords avec Lénine ont été à un tel point tranchant que 4 jours après, il y a même en fait un article qui a été publié dans le principal journal du parti bolchevique de l'époque, qui était en fait la Pravda, où en fait qui polémique ouvertement avec la position de Lénine. Je crois que c'est 358. Donc il était écrit: pour ce qui est du schéma général du camarade Lénine, il nous paraît inacceptable dans la mesure où il présente comme achevé la révolution démocratique bourgeoise et compte sur une transformation immédiate de cette révolution en révolution socialiste. En tout cas, en fait, la formulation du Pravda a le mérite de bien transcrire en fait la pensée de Lénine. C'est exactement ça que Lénine était en train de proposer, de commencer en fait immédiatement à transformer la révolution en cours en révolution prolétarienne et socialiste. Si l'histoire s'était terminée là, il n'y aurait pas eu octobre. Comment ça s'est fait que Lénine, en fait, qui était totalement minoritaire, a pu finalement en fait imposer sa position, ou en fait sa position a pu devenir majoritaire. Et là, en fait, on rentre dans un aspect important qui est la question en fait du régime du parti. Vous avez probablement déjà entendu parler, dire du mal plus que du bien, j'imagine, d'un truc qui s'appelle le centralisme démocratique. Parce qu'en fait, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le centralisme démocratique ont été faites au nom du centralisme démocratique, en particulier tout le régime des partis de type stalinien. Mais le centralisme démocratique était un principe organisationnel qui essayait en fait de combiner une en fait très forte démocratie interne avec une capacité d'unité d'action énorme en fait pour le parti. Donc il y avait la possibilité de débattre avec des garanties pour chaque militant de défendre jusqu'au bout ses positions, mais une fois qu'en fait il y avait une position commune qui était tranchée par majorité et minorité, cette position elle était appliquée par l'ensemble du parti, voilà, comme un seul homme ou comme une seule femme. Ça c'est une question en fait fondamentale sans laquelle c'est difficile de penser comment on aurait pu arriver en fait aux épisodes suivants. Donc Lénine, en fait, n'ayant pas pu convaincre ses camarades du comité central, il va discuter avec la base du parti, avec les cadres et en particulier avec les cadres ouvriers. Et c'est les cadres ouvriers du parti, les premiers, qu'il arrivera à convaincre de sa position, parce que eux, ils voyaient déjà très bien à quel point en fait la phase démocratique bourgeoise de la révolution n'avait pas répondu aux aspirations en fait qui étaient celles des ouvriers. Leurs conditions en fait de travail, de vie n'avaient pas en fait sensiblement changé. Et c'est donc de l'extérieur du comité central que Lénine va mener une bataille politique
jusqu'à ce que en fait, sa position devienne majoritaire. Vous voyez bien que c'est en fait quelque chose de très différent de la caricature qu'on fait en fait le plus souvent du parti de type léniniste, non, du mec en fait qui dirige tout comme un seul homme, etc. Déjà, Lénine c'était le roi de se mettre en minorité, de rester tout seul contre le reste du parti. À plusieurs reprises en fait ce truc-là, à chaque tournant qu'il essayait de mener au parti, il y a une phase dans laquelle en fait il est très largement minoritaire. La deuxième, c'est celle d'un parti monolithique. Le parti bolchevique n'a jamais été un parti monolithique. L'histoire du parti bolchevique est l'histoire de ses tendances, de ses fractions internes. Il y a toujours eu liberté de tendance et de fraction avec expression publique dans le journal du parti jusqu'à la guerre civile où il y a en fait des mesures exceptionnelles en fait et discutables qui sont prises. Donc sans en fait cette forte démocratie interne, sans en fait cette liberté de débat et en même temps cette forme de centralisme après qui peut s'imposer une fois le débat tranché, encore une fois en fait c'est difficile de penser comment un tel tournant aurait pu être opéré au sein du parti bolchevique qui était encore en fait la veille en train de collaborer avec le gouvernement qui vont se proposer de renverser tout de suite après. Ça nous conduit à notre photo numéro 4. Donc nous sommes arrivés en juillet. Donc en juillet, il y a une situation où le parti bolchevique a déjà donc assumé une position pour la révolution socialiste et pour commencer à préparer les conditions du renversement du gouvernement provisoire, de combat contre le gouvernement provisoire. Il y a une situation où en fait les masses qui étaient déjà chaudes en février, c'était déjà plus ou moins en fait déçues avec le gouvernement provisoire, et en particulier à Petrograd qui était le grand bastion de la classe ouvrière en Russie, les masses commencent à vouloir prendre le pouvoir. Et il y a une situation qui est un peu compliquée parce qu'en fait ils étaient armés. Comme en fait c'était pour une grande partie des soldats, etc., qui participaient sur le front, il y avait un accès en fait aux armes qui était extrêmement facile d'un certain point de vue. Et les conditions, le paradoxe c'est que les conditions pour une prise du pouvoir à Petrograd, elles étaient posées en quelque sorte. Et pourtant, le rôle en fait du parti bolchevique à ce moment-là, ça va être d'essayer de convaincre les ouvriers que ce n'était pas encore le moment de la prise du pouvoir en juillet, et ensuite quand les ouvriers décident de sortir et de manifester avec des mitrailleuses, des manifestations armées, et en fait essayer de se diriger jusqu'au palais d'hiver, les bolcheviks vont accompagner cette expérience, vont essayer de limiter les dégâts, donc ils arrivent en fait à limiter l'assaut, à empêcher en fait l'assaut du palais qui aurait été de leur point de vue en fait une aventure, et ensuite en fait d'en tirer avec les ouvriers les conclusions de cette expérience-là des journées de juillet. Pourquoi Lénine et les bolcheviks considèrent que la prise du pouvoir en juillet est prématurée alors que les masses à Petrograd en fait sont chaudes bouillantes et sont mûres pour la révolution? Et là rentre en fait un aspect très important de à quoi ça sert un parti, c'est en fait le parti en tant que mémoire collective de la classe dans le sens en fait le plus large, c'est-à-dire dans le sens historique et dans le sens international. Lénine, le parti bolchevique, ils étaient obnubilés par en fait le fait de ne pas répéter les expériences de défaite du mouvement ouvrier avant eux. Et comme toute génération révolutionnaire, de la même façon que nous ici, en fait, on essaye d'apprendre de l'histoire de la révolution russe, eux, ils essayaient d'apprendre en fait de l'histoire de la révolution française, même si c'était une révolution bourgeoise, et de l'histoire de la Commune de Paris. Et leur conception, en fait, le risque qu'ils voyaient, c'est en fait que une révolution isolée à Petrograd ait le même destin que celui de la commune, c'est-à-dire en fait qu'il puisse exister un pouvoir local prolétarien pendant en fait un certain temps. La commune ça a duré en fait 70-71 jours, mais qu'ensuite en fait il soit renversé parce que la révolution ne serait pas étendue à l'ensemble du pays. C'est-à-dire en fait la classe ouvrière de Petrograd était mûre pour la révolution, mais pas celle de l'ensemble du pays. Donc là encore une fois à mon avis une question très importante pour voir parce qu'on a l'impression des fois en fait que le parti révolutionnaire c'est l'offensive permanente quoi. Et c'est pas ça. La conception de parti en tout cas en fait qui est celle du marxisme révolutionnaire et de la tradition léniniste là qu'on essaye en fait de plus ou moins exprimer aujourd'hui est celle d'un parti stratège, c'est-à-dire un parti qui est capable d'analyser
à un moment donné avec des outils d'interprétation, d'analyse, avec une compréhension de l'histoire de la classe, avec un apprentissage des expériences du passé, capable de formuler des objectifs à chaque moment qui sont en fait en cohérence avec le degré de maturité de la masse révolutionnaire, avec le rapport de force, les questions en fait d'opportunité, le bon moment pour frapper, le moment où l'adversaire est faible, etc., etc. Une sorte en fait de parti stratège et un art de l'insurrection, concept sur lequel en fait on va revenir plus tard. Petite transition avant d'arriver à notre photo numéro 5. J'ai déjà explosé mon heure là, non? Presque. Je vais un peu déborder, mais je vais essayer de pas trop. Donc il y a, après juillet, donc cette tentative-là, une nouvelle vague de réaction. À nouveau, en fait, on va réprimer les militants, on va les mettre en tôle, on va à nouveau mettre le parti bolchevique dans l'illégalité, etc., etc., jusqu'à ce que, dans cette situation-là, arrive en fait un événement très important, qui est une tentative de coup d'État pour rétablir en fait un système autocratique, une monarchie en Russie, qui est en fait un coup d'État dirigé par un général qui s'appelait Kornilov. En gros, si vous voulez, en politique comme dans la physique, les choses elles restent pas en fait statiques. Si la révolution elle n'avance pas, la contre-révolution avance. Donc le gouvernement provisoire, il était dans une sorte en fait d'entre-deux. Il avait en fait exproprié le pouvoir en fait à l'autocratie, mais en même temps en fait il ne développait pas les tâches sociales de la révolution. Donc en voyant en fait cette situation d'entre-deux, il y a en fait une aile de la réaction qui se dit on va arrêter avec cette fête et on va rétablir un pouvoir bien concentré, bien réac, comme nous on aime, quoi. Et dans cette expérience-là du coup d'État, les bolcheviks ils vont en fait avoir une tactique très particulière, c'est-à-dire en fait ils vont avoir une tactique de défendre militairement contre le coup d'État le gouvernement de Kerensky, c'est-à-dire le gouvernement provisoire. Donc le même gouvernement qu'ils avaient combattu depuis avril, là ils se disent face à Kornilov, nous en fait on va défendre le gouvernement de Kerensky parce que nous en fait on le combat, mais on le combat pour en fait faire avancer la révolution, pas pour revenir en arrière, pas pour revenir en fait à un système autocratique. Et ils vont dire, en fait, ils vont utiliser une métaphore, ils vont dire en fait on va appuyer notre fusil sur l'épaule de Kerensky pour tirer sur Kornilov. Une fois qu'on aura tué la réaction, le fusil sera déjà assez prêt pour pouvoir ensuite en fait se débarrasser du gouvernement provisoire aussi. Et on va voir en fait que c'est ça qui va arriver, parce que la participation et la résistance qui a été celle des bolcheviks à côté des travailleurs en fait contre le coup d'État de Kornilov va en fait faire que les bolcheviks vont gagner une énorme autorité, et c'est à partir d'août que la position des bolcheviks, qui était celle en fait de prendre le pouvoir politique à travers le soviet, le mot d'ordre c'était tout le pouvoir au soviet, c'est je me suis perdu en fait. Et c'est à ce moment-là donc que la position des bolcheviks va commencer à devenir majoritaire dans la plupart des soviets. Elle était déjà en grande partie en fait à Petrograd, mais dans l'ensemble du pays c'était pas le cas. Comme je disais, les bolcheviks, qui soi-disant en fait, par leur nom étaient majoritaires, ont été très longuement en fait minoritaires dans les soviets. Et à partir de ce moment-là, du coup d'État de Kornilov et de la situation pendant le mois de septembre, Lénine, qui est à nouveau en exil, va à nouveau se mettre en désaccord avec l'ensemble du parti. Le parti avait été très marqué par l'expérience de juillet, c'est-à-dire par l'idée d'éviter une aventure, éviter en fait une tentative révolutionnaire prématurée qui puisse finir par un échec. Et Lénine va dire voilà, ça c'était en juillet, maintenant c'est fini, maintenant les conditions sont mûres, il faut commencer à préparer la prise du pouvoir. Et encore une fois, si vous voulez, en fait, pour l'anecdote de comment en fait le parti bolchevique était un parti homogène et dirigé comme un seul homme par Lénine, ceux qui sont en Russie reçoivent les lettres de Lénine où Lénine dit en fait qu'il faut faire ça, et ils disent Lénine est fou, ou sinon en fait c'est un agent provocateur qui nous écrit à la place de Lénine, mais ce n'est pas possible, et ils décident collectivement au comité central, ils votent ça, de non seulement ne pas répondre aux lettres de Lénine, mais de les brûler. Lénine, quand il revient en Russie, il est fou. Il dit, mais vous êtes des fous, comment vous pouvez... C'était en fait le camarade le plus respecté du parti, en quelque sorte. Celui qui avait le plus d'expérience. Et pourtant, voilà, ça ne voulait pas du tout dire, en fait, dans cette tradition, une forme d'obéissance, en fait, à un chef, à un gourou, ou rien de ça. Et donc, il va revenir
Encore une fois, il va être totalement seul au comité central. Là, il y a un aspect en fait, anecdotique, c'est que le seul qui va finir par convaincre, en fait, au bout de quelques discussions, c'est le seul jeune du comité central qui s'appelait Smilga et qui avait 25 ans, donc votre âge, là pour une partie en tout cas de ceux qui sont dans la salle, voire en fait un tout petit peu plus. Et en fait, c'est avec cette équipe, entre lui, le principal dirigeant le plus expérimenté et le plus jeune du comité central, qui vont réussir en fait à mener une bataille politique jusqu'à en convaincre une majorité de la direction, à l'exception en fait de deux dirigeants qui étaient en fait Kamenev et Zinoviev, qui vont non seulement s'opposer à l'insurrection, mais qui vont donner par la suite des informations, parce qu'ils vont publier un texte qui va indiquer que les bolcheviks sont en train de préparer l'insurrection, qui était une façon en fait de donner des informations au tsarisme. Et encore une fois, en fait, ces deux camarades-là ont été réintégrés au parti après la prise du pouvoir, pour voir aussi en fait à quel point voilà, il n'y avait rien d'un parti homogène, où même en fait ceux qui auraient pu être considérés comme des traîtres de la révolution, par la suite en fait ils ont été réintégrés dans les rangs du parti, sur l'idée que voilà, ils se sont trompés, mais c'est des camarades qui peuvent être utiles pour les tâches de l'avenir, et ils représentent en fait une sensibilité à l'intérieur du parti. Et donc ça nous amène à octobre. C'est en fait notre 5e photo, si je ne me suis pas perdu dans mon décompte. Et donc octobre, c'est la prise du pouvoir. Et c'est assez intéressant en fait de voir comment cette prise du pouvoir, qui est souvent présentée par les détracteurs de la révolution russe comme une sorte de putsch fait par le parti bolchevique sans le soutien des masses. Souvent il y a une sorte en fait, de contre-révolution historiographique qui essaie de présenter la révolution de février comme une vraie révolution, parce que là c'était les masses spontanées, etc. Donc tout ça c'était bien, démocratique et tout ça. Et octobre, rien à voir, en fait, coup d'état affreux d'une minorité agissante, folle, qui n'avait pas en fait le soutien des masses. Et ça c'est en fait un mensonge historique total. C'est une aberration. Parce que précisément, ce qui va en fait se démontrer en octobre, c'est que la dialectique entre le parti et les soviets va être un élément capital. Et que les bolcheviks ne vont pouvoir en fait jouer un rôle central dans la direction de l'insurrection et organiser l'insurrection qu'une fois où la décision même en fait de faire passer tout le pouvoir aux soviets sera devenue en fait majoritaire dans les soviets qui regroupaient l'essentiel des forces vives en fait de la classe ouvrière, de la paysannerie et de soldats, parce qu'à ce moment-là il y avait déjà des soviets de la paysannerie et des soldats. Et en fait, de la même façon, mais même plus qu'en février, il y a une sorte en fait de moment où on a l'impression que ceux qui sont censés diriger la société, c'est-à-dire en fait le régime en place, ne dirigent plus rien du tout, et qu'il y a un contre-pouvoir en face, ou un double pouvoir, pour utiliser en fait le terme que le marxisme révolutionnaire a un peu consacré pour parler des soviets, qui va disputer ouvertement le pouvoir de l'ensemble de la société avec le gouvernement légalement en place. Donc les soviets, par le biais du fait qu'ils organisaient l'énorme majorité de la classe, ils avaient un pouvoir de décision. Par exemple, s'ils décidaient que tous les travailleurs en fait, des trains arrêtent les trains à un moment donné, il n'y avait plus de trains dans le pays. S'ils décidaient en fait, que la poste ne fonctionnait plus, tous les postiers arrêtaient en fait, et c'est comme ça qu'en quelque sorte en fait, s'est préparée l'insurrection. Il y a en fait une espèce de paradoxe, c'est qu'on présente beaucoup les révolutions en général et la révolution russe en particulier comme un bain de sang, en fait, comme quelque chose en fait, de très sanglant, de très violent. Et quand vous étudiez précisément en fait, ce qui s'est passé pendant la prise du pouvoir, vous allez être étonné. Il y a en fait deux phases dans l'insurrection. Il y a une première phase, c'est la prise de la capitale, où en fait les soviets et le comité militaire révolutionnaire vont s'emparer de l'ensemble en fait des structures de la capitale avant de se lancer en fait dans l'assaut du palais d'hiver, qui était le symbole du pouvoir politique. Et pendant toute la première journée de l'insurrection, il n'y a pas un seul mort, 0 mort. Il va y avoir quelques-uns le lendemain parce qu'il y a quelques complications au moment de la prise du palais d'hiver, mais c'est y compris quelque chose que les bolcheviks ont regretté. Leur objectif, c'était de faire une révolution propre, une révolution quasiment en fait sans victimes et sans violence. Et les moyens pour pouvoir le faire, c'était le fait qu'une grande partie du pouvoir était déjà entre leurs mains, était entre les mains en fait du soviet. Et il y a en fait à ce moment-là
une citation d'un journaliste français qui me semble en fait très intéressante. C'est sur l'autre bouquin. C'est quelqu'un en fait qui est en Russie à l'époque et qui écrit étonné de comment les choses se passent. Donc il s'appelle Claude Anet, il est à Petrograd et il s'étonne sincèrement. Il dit: ces Russes incohérents font une révolution autrement qu'il ne l'a vu, que je ne l'ai vu en fait dans des vieux bouquins. La ville est calme, il dit. Il se renseigne par téléphone, il reçoit des visites, il sort de chez lui. Les soldats qui lui coupent le passage sur la Moïka, donc c'est une avenue, marchent en bon ordre, comme sous l'Ancien Régime, il dit. Sur une autre avenue, nombreuses patrouilles, pas un coup de fusil. L'immense place du Palais d'Hiver, à 7h de midi, est encore presque déserte. Patrouille sur en fait, le boulevard Nevsky, etc. etc. Sur la place du Palais Marie, où Annette pensait pénétrer dans le pré-parlement, il est arrêté par des soldats et des matelots. À vrai dire, très poli. Donc il est très étonné parce que c'est tout en fait à l'inverse de l'image qu'il se faisait d'une révolution. Il dit en fait tout est calme, tout marche bien, même les soldats qui nous interpellent dans la rue sont gentils, sont polis. Voilà, c'était l'inverse en fait de l'image qui s'était fait d'une révolution. Et donc en quelque sorte, ça pose une question très intéressante en fait sur le problème de la violence révolutionnaire, qui est une grande objection qui est posée en fait sur la stratégie révolutionnaire en général. Il y a des gens qui disent: moi je veux bien changer le monde, etc., mais moi la violence j'aime pas, il faut faire un truc par des moyens pacifiques, commencer par une révolution dans les esprits, après on verra, etc. Et on voit bien qu'il y a une façon politique, disons, de limiter en tout cas la violence nécessaire au moment de la révolution. Plus une révolution elle est ancrée, plus en fait elle est ancrée par le biais d'organismes d'auto-organisation, de double pouvoir, plus en fait voilà, ses bases matérielles elles sont posées, le moment en fait qui est choisi pour la prise du pouvoir en fait correspond à une réalité, à un rapport de force, moins il y a besoin de violence. Et la violence elle va venir essentiellement en fait du côté de ceux qui vont tout faire pour préserver leurs privilèges et leur pouvoir. Et en Russie c'est comme ça aussi que ça s'est passé. Donc l'essentiel de la révolution, de la violence en fait, va se déclencher autour de ce qu'on va appeler en fait la guerre civile, qui est en fait notre dernière photo, c'est-à-dire en fait après la révolution. Donc la guerre civile, ça a été une guerre qui a été déclenchée dans une concertation entre les principales puissances impérialistes et un tas d'autres États larbins, 14 en tout, qui ont envoyé en fait des soldats en Russie pour constituer en fait contre l'armée rouge constituée par les bolcheviks et une armée blanche pour établir en fait un pouvoir de la bourgeoisie aux monarchistes. Il différait là-dessus, mais en tout cas pour en finir avec ce début de première expérience d'État prolétarien en Russie. Et c'est très étonnant de penser comment un pays qui sortait en fait déjà de plusieurs années de guerre impérialiste, il y avait un état de fatigue, d'épuisement énorme, où en fait les ressources matérielles pour mener la guerre en fait étaient terriblement faibles, aussi bien en fait en termes d'armement, mais même en fait en termes de nourriture. Il y avait une énorme crise, il y a eu une grande destruction de forces productives en Russie en fait pendant la Première Guerre mondiale. De comment malgré tout ça, ils vont réussir en fait à mettre en place une armée avec essentiellement en fait des ouvriers et des paysans qui va se montrer supérieure sur le plan militaire face aux armées régulières en fait des plus grandes puissances européennes de l'époque. Et bien évidemment que là-dedans en fait il y a une place très importante en fait pour le moral des troupes. Il y a plein de témoignages, y compris pour ceux qui étaient à la fête de vélo. Il y a eu une présentation de Jean-Jacques Marie, qui est un historien en fait là-dessus, qui était super intéressante, et il montre ça. Il montre que la place de la conviction qu'avaient en fait ceux qui étaient du côté de l'armée rouge de ne pas vouloir revenir à la situation précédente face aux autres qui étaient une armée de mercenaires, elle a joué en fait un rôle essentiel dans le fait que l'armée rouge elle puisse vaincre l'armée blanche dans la guerre civile. Donc tout ça c'est pour dire qu'évidemment là-dedans le parti et les membres du parti ont joué un rôle décisif. Le dirigeant militaire de l'armée rouge était Trotsky lui-même, un mec qui était d'origine petite bourgeoise, un télo, et qui s'est retrouvé en fait à diriger militairement l'insurrection d'abord, et ensuite à diriger en fait une guerre qui a duré 3 ans contre 14 armées impérialistes. Donc on voit bien
que le rôle du parti et des révolutionnaires, loin de se limiter à la phase qui va jusqu'à la chute du gouvernement ou jusqu'à la prise du pouvoir, il va se poursuivre dans en fait les événements d'après. Et ça, c'est aussi quelque chose qui relève dans des points centraux en fait de la théorie de la révolution permanente, c'est que en fait la prise du pouvoir politique, loin d'être l'achèvement du processus révolutionnaire, elle n'est que son début. C'est-à-dire elle pose les conditions pour commencer un processus en fait, de transformation profonde des rapports de production, des rapports sociaux, de la culture, etc., et de créer les bases matérielles pour en fait, fonder une nouvelle société sans exploitation et sans oppression. Et c'est là en fait où notre film il coince, parce que c'est à partir de là que les choses elles ont mal tourné en Russie. C'est-à-dire en fait, on dit que la révolution russe a été une révolution victorieuse, mais elle a été victorieuse du point de vue de l'étape qui va jusqu'à la prise du pouvoir. L'étape en fait qui consiste à faire transiter, disons, cet État vers une société sans classe et sans État, a été ratée. Sinon, en fait, on n'aurait pas la Russie capitaliste qu'on a aujourd'hui, Poutine et tout ça. Donc il y a un processus d'abord d'isolement de la révolution en Russie. Les bolcheviks en fait, et les révolutionnaires en Russie, quand ils ont pensé la prise du pouvoir, ils ont toujours pensé comme en fait un maillon d'un processus révolutionnaire international. Le contexte de la guerre impérialiste a aidé. Les mêmes conditions qui avaient créé la révolution en Russie pouvaient le faire aussi dans des pays voisins. Et leur pari n'était pas fou. Parce que vous savez certainement qu'il y a eu une révolution en Allemagne en 18, puis une autre en fait en 23, mais qui ont été défaites. Et là-dedans, dans la défaite de la révolution allemande, c'est intéressant de voir comment précisément l'absence d'un parti comme celui en fait qui avait en Russie autour du parti bolchevique a été en fait fatale, capitale pour en fait que la révolution ne puisse pas être victorieuse, parce que Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, etc., la minorité de la social-démocratie allemande les avait rompus avec l'aile réformiste du parti, mais bien trop tard. Et en fait, ils n'avaient pas consolidé l'expérience, la pratique commune pour pouvoir en fait s'orienter dans les différents aléas et virements brusques de la situation, comme avait pu le faire en fait le parti bolchevique grâce à son mécanisme aussi en fait de démocratie interne. Donc le pari de l'extension de la révolution il sera raté. La guerre civile en fait va peser très très lourd sur la suite. Il y avait une situation en fait de famine dans le pays, vraiment de famine. La ration moyenne en fait d'un ouvrier russe à l'époque, elle était inférieure à celle des camps de concentration nazis, pour que vous ayez en fait une idée. Donc c'était vraiment une situation de famine, mais il y avait encore un parti dont en fait l'essentiel de son programme, de sa stratégie, de ses méthodes était conservé à ce moment-là, y compris tout ce qu'on a pu voir après en fait le surgissement d'une caste privilégiée. À cette époque n'existait pas du tout. On raconte par exemple que au sein du comité central du parti bolchevique pendant en fait la guerre civile, tu avais des gens en fait dont l'enfant en fait mourait de faim. C'est-à-dire qu'ils avaient le principe de vivre la même condition de vie, les mêmes conditions de vie que l'ensemble de la population du pays. Ils refusaient d'avoir le moindre privilège, ce qui voulait dire en fait, quand il y avait famine, ça touchait aussi jusqu'à la direction du parti. Et c'est précisément en fait à ça qui va commencer à changer, en quelque sorte le processus de dégénérescence de la révolution russe et du parti bolchevique devenu communiste à cette époque-là. Elle va montrer en fait un négatif pas mal de choses qui étaient la force en fait du parti bolchevique, parce que pour pouvoir opérer cette contre-révolution interne, ce thermidor de la révolution russe, comme disait en fait encore une fois dans une analogie avec la révolution française Trotsky, il va falloir en fait quasiment détruire tout ce qui était ou qui avait été les principaux piliers autour desquels s'était organisé le parti bolchevique. Donc la première chose, c'est que on va supprimer le droit de tendance, une mesure qui a été décidée par tout le monde au moment de la guerre civile, parce qu'il y avait des attentats et tout, mais qui va être prolongée par la suite, et on va passer un régime en fait de parti unique et en fait de interdiction des tendances à l'intérieur même du parti.
alors que en fait, les principes des révolutionnaires avaient toujours été ceux en fait, de la liberté de parti en fait, à l'intérieur du Soviet, qu'il puisse y avoir différentes organisations qui défendent leur point de vue et que c'est ça qu'il fallait se poursuivre par la suite. En Russie, il n'y aura plus de possibilité de s'organiser dans un autre parti que en fait, le parti communiste. On va pas mal toucher aussi donc à cette question que je viens de vous dire sur les conditions matérielles des dirigeants. Donc on va commencer petit à petit à avoir un écart dans les salaires, etc., entre ceux qui en fait jouaient des rôles soit de fonction d'État, soit dans le parti, par rapport en fait aux ouvriers et aux paysans. Rien à voir avec l'écart de salaire qui peut exister dans les sociétés capitalistes aujourd'hui, mais quand même, ça jetait les bases en fait pour une caste privilégiée qui défend ses propres intérêts plutôt que ceux de l'ensemble de la classe. Et on va toucher jusqu'à la question en fait du périmètre du parti. Et là, il y a en fait un épisode qui est très intéressant et qui montre à quel point en fait le fait d'avoir des partis relativement en fait sélectionnés, etc., c'est aussi une garantie de démocratie interne. Parce que la démocratie, elle n'est pas que formelle. Pour que la démocratie puisse exister, il faut que l'ensemble des membres du parti aient des outils pour pouvoir en fait avoir un avis sur l'orientation et sur la politique du parti. Donc qu'est-ce qu'a fait Staline au début des années 30, c'est-à-dire juste avant de pouvoir asseoir son pouvoir sur l'ensemble du parti. Bon, d'une part, en fait, il a mis en prison, au goulag, en exil, tous ses opposants internes. Donc, dans les années 30, au moment des procès de Moscou, ou après les procès de Moscou, parmi tous les membres du bureau politique du parti bolchevique qui avait fait la révolution, le seul qui n'était pas ni mort, ni en prison, ni au goulag, c'était Staline lui-même, quoi. Donc disons que le mec il a bien fait du vide autour de lui, ce qui à mon avis montre assez bien que le truc de dire en fait le stalinisme c'est la continuité du léninisme, c'est une vaste en fait fumisterie, parce que si c'était une continuité aussi parfaite, pourquoi il aurait besoin d'envoyer en fait un goulag, un exil, etc., tous ceux qui avaient précisément en fait dirigé la révolution en 17. Et ensuite en fait il a radicalement changé les critères d'adhésion du parti. Donc il va créer un truc qui s'appelle la promotion Lénine, où il va faire entrer en fait dans le parti une masse d'ouvriers plus ou moins en fait voilà, nouveaux, mais qui n'avaient pas du tout disons la même culture politique, la même expérience que les membres anciens du parti, et en fait qui va mousser, il va caresser dans le sens du poil, et qui va devenir une base relativement passive d'adhérents qui va valider les deux mains levées en fait toutes les positions de Staline par la suite. Et en fait on voit très bien que dans les partis, une partie en tout cas des organisations qui peuvent exister aujourd'hui, il y a en fait des régimes de ce type-là. Tu as les adhérents qui votent sur internet, machin et compagnie. On voit bien que c'est pas, en fait, c'est pas possible d'avoir beaucoup de démocratie avec ce type de régime. Donc la question d'avoir un parti de militants, c'est aussi en fait une garantie de démocratie interne. Quelques mots pour la conclusion et ensuite on va ouvrir le débat. La première chose, c'est souvent en fait on discute aujourd'hui sur la question de la forme parti. On nous dit en fait que la forme parti est en crise, que les partis c'est chiant, ça se bureaucratise, en plus à l'intérieur il y a plein de gens qui s'engueulent, qui se disputent entre eux, machin et compagnie. La première chose à dire en fait c'est que le parti n'est pas une fin en soi. Le parti c'est un outil au service d'une stratégie. Et en fait on peut aimer ou pas aimer la forme, etc., mais il faut penser, si on veut dépasser la forme parti, par quoi on le remplace en lien avec une stratégie qui soit cohérente. Parce que juste dire les organisations c'est de la merde, et en partie c'est vrai, il y a une partie de justifier là-dedans. On a vu plein d'organisations qui se réclamaient du mouvement ouvrier, en fait faire tout et n'importe quoi avec leurs principes, mais si en fait on veut se débarrasser de la forme parti, voilà, encore une fois il faut poser en fait l'objectif de quelque chose de supérieur et qui puisse être efficace pour se débarrasser du système capitaliste. Nous avons en fait au NPA la faiblesse de penser on combattra en fait et on vaincra difficilement un État qui est très organisé, qui a ses instituts de pensée, qui a le monopole de la violence légale, l'armée, la police, etc., les services de renseignement avec des méthodes improvisées. Voilà. Donc ça c'est en fait une première raison pour laquelle en face il faut absolument en fait une organisation qui puisse en fait voilà, pouvoir être l'expression d'une stratégie.
Et dans la mesure en fait où nous ne pensons pas non plus que la bourgeoisie va accepter à un moment donné, en fait, va se rendre à l'évidence qu'elle est une classe parasitaire et minoritaire, qu'elle va dire ça y est, vous avez gagné, vous êtes la majorité, je vous donne le pouvoir, prenez le pouvoir sur mon usine, etc. C'est pas forcément comme ça que vont se passer les choses. Il va y avoir en fait un problème qui est lié aux questions de rapport de force et en fait des affrontements politiques, des situations en fait répressives, voire en fait des affrontements sur le plan militaire. Et que pour cela, ce n'est pas n'importe quel type d'organisation qu'il nous faut, c'est un type d'organisation capable précisément de s'adapter aux différentes situations, qui a une très forte compréhension stratégique pour pouvoir avoir de la souplesse tactique, etc. etc. Et troisième élément, pour lequel en fait plein de gens ont l'impression qu'ils étaient dans un parti, c'est chiant, ou c'est pas bien, c'est en fait que il y a une sorte en fait de éloge de l'individualisme en fait dans la société dans laquelle on vit, où en fait j'entends beaucoup ça. Moi je suis pas française, moi je suis brésilienne, et en France je pense que ça c'est encore plus fort qu'au Brésil, même si ça, au Brésil ça existe aussi. C'est l'idée en fait que pour bien penser il faut être seul. Il faut être un libre penseur. Donc moi, il ne faut pas que je discute avec d'autres, que j'ai une influence, que je m'organise. Sinon, je vais perdre ma liberté et je vais devenir en fait un con qui suit les autres, etc. etc. Je vais rentrer dans un parti, on va me laver le cerveau, on va me manipuler, etc. etc. Bon, il peut exister des déformations dans les partis, il y a des sectes affreuses dans le monde, etc. Ça existe. Mais l'idée que pour bien penser, il faut être tout seul, et que pour bien agir, il ne faut surtout pas être organisé, ça c'est un acquis idéologique de la bourgeoisie sur nous, les amis. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour une classe qui veut conserver son pouvoir que d'entretenir l'idée chez l'ennemi qu'il faut qu'il reste atomisé, qu'il faut que chacun en fait se débrouille, qu'il faut que chacun en fait soit pour sa gueule, etc., etc. Donc ça c'est à mon avis en fait une question fondamentale, la question en fait de réhabiliter l'idée d'un en fait processus collectif de réflexion et d'action qui est le seul qui est possible en fait d'amener à un bouleversement en fait radical de la société dans laquelle on vit. Et je vais finir en fait pour aller dans ce sens-là avec une petite citation de Trotsky d'un texte que moi j'aime beaucoup, et ensuite on ouvrira pour le débat en espérant en fait que cette espèce de saut dans le temps à travers des photographies ait servi au moins en fait pour vous donner quelques idées de ce qu'a été la révolution russe et de pourquoi en fait la question du parti y a été essentielle et garde une actualité pour aujourd'hui. C'est un texte de Trotsky de 38 où il s'adresse en fait à une conférence de la jeunesse, si je ne me trompe pas. Il dit: chers amis, nous ne sommes pas un parti comme les autres. Notre ambition n'est pas seulement d'avoir plus d'adhérents, plus de journaux, plus d'argent en caisse, plus de députés. Il nous faut tout cela. Mais ce ne sont que des moyens. Notre objectif, c'est la libération matérielle et spirituelle totale des opprimés et des exploités par la révolution socialiste. Et il continue un petit peu plus loin. Sur chacun de nous pèse une responsabilité historique. Notre parti exige de chacun de nous totalement, complètement, que les Philistins aillent dans le vide à la recherche de leur propre personnalité. Pour un révolutionnaire, se donner entièrement à son parti, c'est se trouver soi-même. Oui, notre parti prend entièrement chacun d'entre nous, mais en échange, il nous donne la joie la plus haute, la conscience de participer à la construction d'un avenir meilleur, de porter sur nos épaules une parcelle du destin de l'humanité et de ne pas vivre notre vie en vain.